Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler d'art, aujourd'hui nous recevons un artiste qui met en scène les refoulements et les frustrations de certains ressentis. Mais aussi la constitution des identités se trouve au cœur de son propos et il avoue manier les paradoxes comme les manières de vivre des habitants de son île natale, la Martinique. Nous recevons Michael Carruge. Michael, bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Merci à vous, merci d'être présent sur ce plateau et de nous parler de votre parcours. Michael, vous êtes originaire du nord de la Martinique, de la commune d'Ajoupa-Bouillon. Tout à fait. Vous avez suivi votre cursus, votre formation à l'Institut régional des arts visuels de la Martinique. Vous avez poursuivi votre formation ensuite en art à Montpellier, puis à la Sorbonne. Et puis, vous avez aussi donné des cours à la Sorbonne avant de revenir à la Martinique, à l'Université des Antilles. Alors, est-ce que vous avez toujours voulu vous consacrer à l'art et qu'est-ce qui vous a amené à consacrer votre vie à cette Ben, discipline? étrangement, la littérature, et surtout mes parents, puisque en fait, gamin, on nous mettait tout le temps des livres dans les mains, nous montrait des livres de contes, des choses pleines d'images, et puis tout plein d'univers comme ça, où on pouvait voir de la musique, des éléments sur la danse, des éléments sur les autres arts, en fait. Oui, Et tous ces éléments-là convergeaient de sorte que je m'intéresse à la peinture finalement. Et c'est vrai qu'au départ, mon père pensait prendre, en fait, embrayer sur une carrière artistique, mais c'était plutôt mal vu à son époque. Il est né en 45 effectivement. Bon, ses parents, eux, ont connu la période coloniale, donc c'était pas forcément ce qu'on visait en premier. On pensait plutôt à nourrir ses enfants, en fait. mhm, Et donc, c'était pour lui une frustration, par contre. Donc, en grandissant, c'est quelque chose pour lequel je devrais le remercier, je pense, parce que son appétit justement pour la chose sensible, sa façon de regarder le monde m'a permis ensuite d'embrayer cette carrière. c'est lui qui vous a transmis un peu cette Il a- fibre artistique, ce goût pour l'art. Tout à fait. Et c'était quel type d'art qu'il affectionnait, le Alors dessin, la lui, peinture, la musique? la musique d'abord, puisqu'il faisait partie d'un groupe musical dans les années 60 et 70, et aussi le dessin et la peinture, parce que en fait, il a appris en Guyane, par Martinique. Il s'était intégré, en fait, il avait fait un petit réseau avec des Amérindiens, bizarrement, et qui lui ont appris à tisser, à travailler la vannerie, le rotin, etc., à faire des panneaux décoratifs avec des ailes de papillon, des choses comme ça, des couleurs, Mhm. des éléments collés avec des coquilles, etc. Plein d'éléments comme ça faits main et qui ont habité mon enfance, en fait. C'est ça. Et on peut dire que ce sont vos origines martiniquaises et donc cette éducation qui vous ont amené sur votre chemin d'artiste. Oui, tout à fait, tout à fait. Votre travail, elle est un peu à la croisée d'influences culturelles locales, avec aussi des techniques contemporaines. Vous explorez des matériaux variés, des supports, des modes d'expression, des couleurs, des textures aussi différentes. Comment vous jonglez avec cette diversité et avez-vous une technique particulière qui vous anime? Alors, je pense que le travail de mélanger les pratiques artistiques m'est venu aussi par le regard sur la culture locale, en fait, la manière dont on crée les choses. Quand on observe la Martinique dans les années 70 et 80, on se rend compte que la convergence des arts, c'est quelque chose de complètement essentiel. C'est-à-dire qu'on instrumentalise ce pouvoir de créer, on sait que c'est une force, et donc on va créer du théâtre qui va s'allier à la musique, à la peinture. On va essayer de montrer des visuels qui se chargent, en fait, qui nous habitent. Et je trouve que dans toutes les années 80 jusqu'aux années 90, beaucoup de plasticiens ont embrayé sur ce type de pratique. Et ce sont aussi ces plasticiens-là auxquels j'ai été confronté quand je suis arrivé à l'école d'art. Mhm. C'était des gens comme Ernest Breuler ou comme Bertin Ivor, qui avaient une force de créer, mais aussi une force de réfléchir à la question identitaire. Oui. Et toute cette façon de penser le monde, de voir, de matérialiser la réalité artistique martiniquaise, ou même la réalité identitaire martiniquaise, imprègne de plus en plus mon travail.
C'est vraiment une manière de réfléchir à la fois philosophique, penser le monde là où on est, Mhm. et puis en même temps, quelque chose de complètement esthétique. On est dans un carrefour, et on sait que ce territoire est pétri de toutes ses identités. On n'est pas seulement martiniquais, on est l'Amérindien qui s'est battu pour conserver sa terre, on est cet Africain qui a fait le voyage transatlantique et qui s'est percuté à la réalité coloniale ensuite. On est aussi cet Européen qui se nourrit d'avenir, en fait, qui essaie de construire quelque chose d'économique, qui essaie de construire un monde différent. Mais on est aussi cet Antillais, puisque c'est une construction culturelle, Oui, ça aussi. On est cet Antillais qui a envie que demain soit meilleur. c'est ça. Donc toute cette richesse culturelle Tout à fait. qui nourrit et qui nourrit votre art. Alors il y a une notion qui est très présente, c'est la notion de corps social. Un peu, ça découle un peu de ce que vous venez de dire, mais je sais qu'elle est très présente. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et nous expliquer comment vous la représentez en fait? Alors, la notion de corps social est arrivée dans mon travail à partir de 2010. Au départ, je m'intéressais beaucoup à quelque chose qu'on appelle le paysage mental, c'est-à-dire savoir comment ce qu'on voit dans notre quotidien va générer des images mentales et comment ces choses-là vont imprégner l'acte de peindre. À partir de 2010-2012, je me suis demandé, mais de quelle façon les gens que j'observe, parce que je fais beaucoup de portraits, de quelle façon ces personnes-là vivent leur humanité. Est-ce qu'ils sont plutôt dans une positivité permanente? Est-ce qu'ils sont plutôt dans une négativité? Est-ce qu'ils essaient de se regrouper? Et le corps social, c'est ça. C'est comment, à partir des éléments d'apparat que l'on porte sur soi, on va pouvoir s'intégrer au groupe. Mhm. Est-ce qu'on va s'habiller de telle façon pour qu'on soit en marge, ou alors est-ce qu'on va s'habiller d'une autre façon pour qu'on soit part de ce groupe et donc force de ce groupe? Et c'est ce qui m'intéressait. Donc par exemple, les portraits qu'on voit à l'image, comme ce portrait de cette chercheuse qui est américaine, qui s'appelle Vanessa Agar-Jones, qui est une militante des droits LGBT queer, euh, et qui est venue en Martinique d'ailleurs pour terminer sa thèse de doctorat en sociologie. Ouais. Ce sont des personnalités comme ça qui ne payent pas de mine. On les voit dans la rue, on se dirait c'est Madame tout le monde qui fait ses courses, etc. Aucun apparat, aucune prestance, on va dire. Et pourtant, une tête, une sommité. Son apport est Son fondamental. apport est fondamental. Alors justement, ce corps social qui se conforme en fait avec l'apparence dont vous parlez ou avec les vêtements, Oui, vous a amené à créer une série que vous appelez les Homeless, yes, justement en opposition à à ce corps social et à cette exact. appartenance. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je pense qu'on va voir quelques images à l'écran. Alors la série sur les homeless, les errants, c'est une série que j'ai commencé à partir de 2009, juste en photographiant, en passant à Fort-de-France, les laissés pour compte. Et à partir de là, j'ai commencé à générer des images hybrides, donc de ces laissés pour compte, sur lesquels je venais ajouter des éléments d'apparat, donc des éléments qui les rendaient un peu plus sociabilisés, entre guillemets. Et ce qui était le plus étrange, c'est que je ne racontais pas cette histoire-là. Je faisais, voilà, on voit à l'image, je faisais juste la photographie et ensuite apporter cet élément presque de décorum sur l'individu. Oui, Et les gens qui achetaient les pièces ne se rendaient pas tout de suite compte qu'il s'agissait justement de homeless, de Homeless, sans domicile fixe. voilà, de sans domicile voilà, fixe. Et pourtant, effectivement, Donc c'était un clin d'œil en fait à ce corps social, entre les personnages que vous peignez qui sont rejetés par voilà, la et qui retrouvait une société et qui maison, se retrouvent en fait adoptés quelque part. voilà, dans un intérieur au chaud, effectivement. Alors dans cette même idée aussi, vous parlez d'hybridation Tout dans à votre fait. travail. C'est aussi lié à cette réflexion sur le corps social? Alors, oui, effectivement, la question de l'hybridation, c'est à la fois sur la dynamique du corps social, qui est quelque chose quand même qui a été théorisé. C'est Jérôme Dubois, qui est un sociologue qui a travaillé sur cette question, et qui théorise l'idée que l'humain, pour appartenir à un groupe, euh, déjà campe toutes les positions physiques de ce groupe, de la manière de parler, la manière de regarder, les acquis culturels, la manière comment dire, de se réunir aussi, un langage spécifique que l'on reconnaît, des conventions que l'on partage, etc. Et donc à partir de là, je me suis mis à utiliser ces petits codes-là, donc représenter l'humain de manière réaliste, un portrait,
qui a l'air, effectivement, qui semble classique de prime abord. Et puis ensuite, quand on regarde les détails, la manière dont les éléments, la manière dont les objets viennent percuter donc, la signification du tableau, on se rend compte que ces personnages-là sont hybrides. Ils ne sont plus seulement naturellement humains. Représentés. Voilà, ni représentés. Vous donnez sens en fait aux accessoires que vous mettez autour. Vous avez aussi un système de reproduction, de répétition en fait dans les motifs. Tout à fait. Qui viennent être mis autour des personnages. Alors au départ, ce travail de motifs, c'est ma directrice de thèse quand j'étais en master qui serait contente d'entendre ça. Ce sont des éléments que j'utilisais pour me tenir à distance de la partie décorative du travail. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que c'est un semi, comme on l'aurait fait pour un papier peint. Oui. Et en fait, pour sortir de cette idée-là, donc je demandais directement au modèle, aux gens avec lesquels je discutais, quels étaient les éléments qui les influençaient et quels étaient ces fameux objets qui leur appartenaient, mais qui leur permettaient de s'intégrer dans le corps social. C'est-à-dire que, par exemple, un bijou qui a été offert et qui prend une signification par rapport au vécu, si quelqu'un est décédé, il vous offre un objet et que cet objet-là devient une part sentimentale, en fait, une part intime de vous-même, cet objet-là prend du sens. Et donc, c'était à chaque fois des duplicata de ces objets symboliques. Et à partir de là, donc, je créais mes motifs. D'accord, donc il y a vraiment un sens entre le motif et le personnage. Voilà, et le personnage qui prend part à l'œuvre. Ouais. Alors, il y a aussi une série, Le corps d'enfant sur un corps d'adulte. Là aussi, vous avez voulu donner un signifiant particulier. Eh bien, c'est quelque chose qui peut être choquant, en fait, qui m'a percuté, en tout cas, personnellement. C'est que quand je suis rentré en Martinique, bon, c'est pas seulement le cas de la Martinique, ça peut être n'importe où dans le monde aujourd'hui, avec la globalisation. Quand je suis rentré, je me suis rendu compte que sur la question de l'éducation, parfois on se retrouve en face de jeunes enfants, mais qui ont des discours d'adultes, mais assez durs, et qui parlent à leurs parents d'une certaine façon, ou alors qui réagissent de manière très dure sur des choses qui ne devraient pas être. Et quand on se retrouve à l'enseignement, en face des classes, on se rend compte que les étudiants et les élèves jeunes ont le même discours. C'est comme si une hiérarchie avait explosé, comme si les cadres justement de l'éducation avaient explosé. Donc, le travail hybride sur les enfants adultes, c'est ça. C'est sur la question de l'éducation. Sur la place de la jeunesse et le rôle, la façon dont ils s'intègrent en fait. Tout à fait ça. Dans la société. Tout à fait ça. Et puis des choses qui sont en décalage. Par exemple, sur ce visuel adult-child, on a cette jeune fille, c'est un visage en fait d'enfant, corps d'adolescente. En dessous, on a un autre corps qui est un corps de la danse. Donc on campe en fait plusieurs catégories différentes avec cette bouteille de champagne. Et on sait en Martinique comment se passent les fêtes, comment les choses peuvent toujours dégénérer, etc. Donc, moultes exemples. Enfin, on connaît ces choses-là. C'est un bel exemple du corps social et de la façon dont les individus vivent autour, en fait. Oui, et puis de la manière dont les individus sont en charge du corps social global, c'est-à-dire qu'un enfant qui est délaissé, qui justement n'est pas encadré, on peut être sûr qu'à un moment donné, il y aura toujours des influences extérieures. Je sais moi-même, j'ai des neveux et nièces que je surveille comme le lait sur le feu. Dès que je les rencontre, on discute et on parle de ces moments de rassemblement entre copains, etc. Et à chaque phrase, en fait, on essaie de recadrer, de voir comment les choses pourraient être autrement. C'est pas forcément être intrusif, mais en tout cas veiller. D'être attentif. Voilà. Alors, on a parlé des motifs qui sont présents dans vos tableaux, mais il y a aussi la couleur qui joue un rôle important. Comment vous la maniez? Parce que vous avez aussi fait des séries en noir et blanc, oui. Les séries blanches notamment. Quel est votre rapport à la couleur? Alors, ce rapport à la couleur intervient parce que dans toute la période où j'étais étudiant en école d'art, je m'intéressais beaucoup à la photographie. Et en fait, je faisais beaucoup de photographies noir et blanc. C'était une chance de passer par les écoles parce que en fait, ce matériel-là était gratuit. Donc finalement, on avait accès aux pellicules argentiques, on faisait nos développements nous-mêmes, on était toujours fourrés dans la salle obscure en train d'essayer de développer une pellicule. Et finalement, ce rapport à la couleur-là est resté dans mon travail. Et en questionnant le portrait, je me suis rendu compte que
dans un territoire où on parle beaucoup d'identité, et en fait on nous parle beaucoup de race, de couleur, on essaie de tout mettre avec une hiérarchie, des classes, etc. Déconstruire ce discours-là, ce serait peut-être de dire l'absence de couleur peut être déjà une identité. Oui. Et peut-être que l'humanité n'a pas de couleur. Peut-être que justement la question de la race, c'est une question inventée. Et quand je dis ça, j'ai déjà la réponse. Mais effectivement, le noir et blanc, pour moi, c'est l'absence de couleur. Donc quand je représente des individus, quels qu'ils soient, où qu'ils soient dans le monde, ils sont déchargés justement de cette part idéologique qui peut être liée à la couleur, à l'apparaître épithélial, en fait, à la couleur de peau. Mhm, mhm. Et vous avez fait aussi une série mythologique Oui, qui oui, oui, est, tout qui à fait. est une autre thématique Oui. que vous avez développée. Est-ce que... Oui, effectivement, le travail, en fait, c'est avoir de l'humour aussi sur soi-même, c'est ça. C'est pour parler de ces identités qui sont mixtes, je me suis mis à créer des personnages, mais qui sont puisés de la mythologie plutôt européenne, donc, et nordique aussi. Et donc, à partir de ces éléments-là, j'ai créé des personnages qui sont la Lune, Mars, etc., qui sont aussi liés à l'astrologie, et qui me permettent de montrer aussi ces identités-là qui sont un peu déviées quand on est aux Antilles. En fait, on a ce problème de savoir où l'on se positionne. Est-ce que l'on est finalement citoyen américain? Est-ce qu'on est français-américain? Est-ce qu'on est simplement caribéen? Est-ce qu'on a été amérindien? Est-ce qu'on est africain? Non, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Voilà, tout ça se bouleverse. Donc, créer une mythologie à partir de ça, à partir d'autoportraits, c'est aussi me laisser la latitude d'interroger quelque chose qui nous concerne tous, mais sans avoir de contraintes ni même de barrières pour le dire. Et Comme, puis laisser la place à votre imaginaire aussi pour naviguer c'est tout à fait ça. au sein de ces personnages ou de cette mythologie que vous créez. Donc, comme ici, on a Saturne dévorant normalement son enfant. On a une très belle version qui est dans l'univers, justement, l'iconographie européenne, mais cette fois-ci, ce sont deux autoportraits. C'est un autoportrait avec mon propre visage, et en dessous, c'est mon propre corps, donc presque une autophagie, une dévoration de soi-même. Et quand Ouais. on se questionne sur l'identité sociale, enfin la façon dont on se comporte dans la société, on se rend compte que parfois le premier ennemi que l'on a, c'est soi-même. C'est souvent de se regarder dans le miroir qu'on comprend certaines choses, c'est Ouais. se regarder en face. Alors, il y a une autre partie de votre travail qui est différente, mais qui se rejoint quand même, ce sont les fresques murales, où vous en avez fait plusieurs, et notamment une fresque amérindienne Ah, à Shellshare. oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'elle elle était Cette très fresque importante pour vous. très importante, et à chaque fois que je vois cette pièce, je suis un peu fébrile, enfin, je suis content. Le, C'est très étrange en fait. Quand cette fresque-là a été réalisée, elle a été réalisée avec la population de Shellshare. En fait, on nous a demandé en fait pour réaliser ce travail-là de questionner la population et de savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient voir à cet endroit. Donc, se rappelant qu'il y avait justement un bastion amérindien à cet endroit, ils ont décidé de produire une fresque qui raconte cette histoire. Donc, on a travaillé avec une historienne qui nous a permis de faire des filigranes, donc des dessins, qui représentent soit la vannerie, soit les plantes endémiques, soit justement le savoir lié à la pharmacopée. Et donc, on s'est dit, justement, on a travaillé avec Monsieur Claude Coquille, plasticien, et on s'est dit de représenter ces personnages-là, on ne va pas les représenter en situation guerrière. Si ce sont des chasseurs-cueilleurs, on va aussi les représenter avec leur savoir. Donc, on s'est un peu chargé de toute cette connaissance. Et en terminant la fresque, on a eu la surprise de voir deux femmes qui, ça faisait déjà 1 heure qu'elles étaient debout devant cette fresque en train de regarder. Donc on se questionnait, on s'est rapproché d'elles. Et c'était deux femmes amérindiennes, en fait, et Ouais. qui nous ont dit, enfin, on nous représente, on existe encore. D'accord. Et ça nous a touchés, c'était magique. Ouais. Alors, quelques mois après, on a appris que des photographies avaient été réalisées de cette fresque, et qu'elle permettait, donc, dans un village amérindien en Guyane, à des tribus de se retrouver et de déclencher un moment de parole autour de ces représentations. Donc on voit que cette mémoire qui est empêchée quelque part, elle perdure. Elle perdure. Elle perdure, et vous avez permis
qu'elle perdure puisque vous la représentez. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, je pense que c'est essentiel, c'est que quand on se questionne sur l'histoire donc, de ces territoires et surtout sur l'histoire des croisements de population, il y a des éléments qui sont contre-historiques, c'est-à-dire qu'on nous parle de certaines choses avec des réalités qui ne sont pas concrètes. Les Amérindiens n'ont pas été exterminés. On sait qu'il y a eu des pactes de non-agression, on sait que ce sont des populations qui se sont disséminées, on sait qu'à la Dominique, il y a des bastions, on sait que dans les territoires adjacents, il y a encore des populations qui conservent des coutumes et qui continuent, avec la modernité, à construire quelque chose d'autre. J'ai été très surpris en allant en Guyane de voir un Amérindien sur un scooter passer devant moi avec son téléphone. Oui, c'est une autre époque. Avec son pagne, mais Oui. contemporain. Donc Ouais. le monde existe, il est là. Absolument. Il nous entoure. D'où l'importance de Oui. le représenter. Tout à fait. Une dernière notion aussi, vous faites des installations qu'on ne voit pas beaucoup, Ah, mais, plus rare. mais effectivement, c'est une partie de votre travail qui est importante pour vous. Oui, oui, oui. Alors l'installation, c'est un autre moyen d'expression. Et c'est vrai que dans mon travail, c'est quelque chose toujours en école d'art. Comme j'ai fait 2 écoles d'art, j'étais en Martinique, mais j'ai été aussi à Tarbes. On travaillait beaucoup sur la question politique, c'est-à-dire de comment on arrive à ramener des images mentales avec les objets disséminés dans un espace. Comment on arrive à produire des images et des objets qui prennent du sens, mais qui font sens non pas parce qu'on les charge de sens, qui prennent sens parce qu'on a l'habitude de les voir dans le quotidien et qu'on sait pertinemment de quelle force sémantique ils sont chargés. Donc ces éléments-là, je les regroupe, et donc c'est vrai que dans un mois, moins d'un mois, j'aurai ma première exposition donc, à la Fondation Clément, où je présenterai ces fameuses installations politiques. Donc à la fois des installations sur la question des femmes, l'émancipation des femmes, questions politiques, leur mode de fonctionnement actuel avec des revendications précises. Aujourd'hui, on a des femmes assez engagées qui travaillent sur les sorcières modernes, par exemple, et qui se chargent de questions sur le respect, sur le droit au travail, l'égalité des chances, etc. Par ailleurs, on est dans un monde qui est en plein conflit. On voit comment les guerres agissent sur notre quotidien et comment les conflits armés peuvent induire aussi des enjeux mondiaux. Donc ces questions-là vont être posées aussi à l'intérieur de dispositifs dans cette exposition. Très bien. Écoutez, merci. Merci pour cet échange, Michaël. C'est moi. Cette émission s'achève. Merci d'avoir partagé avec nous votre univers et nous donner des explications sur vos inspirations. Merci Claire, c'est moi. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission s'achève. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Jamais trop d'art. Mais avant de nous quitter, je vous propose d'écouter Marilyn Psyché-Salpêtrier qui nous donne quelques explications sur le travail de Michaël Carruge. Merci encore, à bientôt. Michaël Carruge est un portraitiste qui nous transporte dans les domaines de la peinture, du dessin et de la sculpture, sur la thématique du paysage mental. Un des aspects qui le caractérise est le rapport et la signification de ses formats immenses, dont le gabarit est sa propre taille, 1,90 m, et dont il démultipliait la dimension. Les formats se sont réduits, mais l'intention perdure, l'impact de la toile sur le regardeur. Dans la composition plastique de ces tableaux, il cherche à désigner toutes les formes possibles de l'humanité. Michaël Carruge use d'un procédé complexe d'hybridation de plusieurs visages. Son intention est que le regardeur puisse avoir l'impression de connaître sans tout à fait reconnaître. C'est à la fois un entrecroisement et une acceptation des différences qu'il nous propose. Les outils sont alors la brosse et le pinceau, car ils lui permettent de créer une empreinte particulière sur ces visages qui ne sont voulus jamais lisses. Le procédé choisi par l'artiste lui permet d'obtenir des portraits burinés, griffés, avec des cicatrices parfois subtiles, tout en recherchant une esthétisation poussée du sujet.
Ces portraits sont à la fois voilés, dévoilés, c'est-à-dire que ce qu'ils représentent est caché dans les lignes, dans le décor, dans les corps, dans les éléments graphiques de la toile. Les motifs qui recouvrent cette toile, dispersés de façon organisée et habillent le sujet, en sont les procédés. Ces formes sont soit des éléments qui font appel à notre conscience collective, donc qui nous semblent familiers, et dont l'intention de l'artiste est l'harmonie, soit des signes issus de toute autre intention, celle de restituer des éléments du vécu du modèle qui en aura désigné à l'artiste. Ils deviennent signifiants et codifiés. Son médium est la peinture. Il nous dit la choisir car, dit-il, c'est un médium qui accentue la distance avec la réalité par l'intention de sa matière. C'est un médium éternel qui est toujours fragile, toujours sensuel, toujours élégant au toucher. Son process, le point de départ est littéraire. Dans ses carnets d'écriture, il décrit et caractérise les portraits dont il nous propose par la suite la traduction picturale sur grande toile. Par son travail sur le corps social, Michael Carruge nous associe alors à une réflexion, à sa réflexion anthropologique, philosophique et sociologique de l'humain, car à travers les portraits qu'il produit, il cherche à restituer les pulsions de vie, les pulsions de mort, et d'une certaine manière cette compréhension de nous-mêmes dans nos relations sociales et notre rapport au monde. Les œuvres de Michael Carruge abordent ainsi le thème des libertés fondamentales et notamment sur la question des arts, de tous les arts, car ils sont des lieux d'expression de la liberté. Par ces paysages mentaux, que l'on pourrait nommer cartographie humaine, Michael B. Carruge propose une autre vision des êtres humains, donc du monde, du tout-monde, non ethnocentrique, mais dans la représentation de nos hybridités plurielles, complexes et singulières.